Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du module chargé de recouvrement. Cette vidéo s'intitule « Évaluer et prévenir les risques, les essentiels en 10 points clés ». Donc la particularité de cette séquence vidéo est donc de faire une conclusion sur les principaux points que nous avons évoqués dans le chapitre de la gestion des risques qui s'intitulait « Évaluer et prévenir les risques clients ». Donc nous avons un plan relativement simple qui va reprendre les 10 points essentiels que nous avons vus dans ce chapitre. Alors le premier point à retenir vraiment important, c'est que en termes de risque, eh bien, la forme juridique d'une entreprise va avoir des conséquences au regard de la responsabilité financière des associés. Ce que l'on peut dire, c'est que dans l'entreprise individuelle, eh bien, le chef d'entreprise est responsable sur son patrimoine personnel, sauf sur sa résidence principale, qui, depuis la loi Hamon, est devenue totalement insaisissable. En revanche, lorsque nous sommes en société, eh bien, la responsabilité financière des associés est limitée aux apports. Donc on a véritablement une responsabilité du chef d'entreprise qui sera plus ou moins engagée en fonction de la forme de l'entreprise. Juste un point de rappel concernant l'entreprise individuelle, il existe une forme particulière d'entreprise individuelle qui est l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et qui a la particularité de scinder le patrimoine du chef d'entreprise en deux. Donc on va avoir une partie qui va être dédiée donc au patrimoine privé du chef d'entreprise et une deuxième partie que l'on va appeler le patrimoine affecté et qui lui sera donc affecté à l'activité de l'entreprise. Et pour pouvoir donc scinder ce patrimoine, eh bien le chef d'entreprise va devoir faire une déclaration d'affectation auprès du greffe du tribunal pour pouvoir faire enregistrer la partie qui sera affectée à son activité professionnelle. Deuxième point clé concerne le SIREN. Alors le SIREN, c'est le numéro qui est attribué donc au siège de l'entreprise. C'est un petit peu comme le numéro que l'on peut retrouver sur la carte d'identité d'une personne physique. C'est véritablement le SIREN, un numéro d'identification de l'entreprise et donc qui va permettre une identification précise de la société, en particulier lorsque l'on va vouloir faire des recherches d'informations légales et financières. Donc je dirais que c'est un numéro unique attribué à l'entreprise et qui est véritablement sa clé d'identification. Le SIREN, c'est donc un numéro à 9 chiffres et il est attribué au siège de l'entreprise. On ne va pas le confondre avec le numéro SIRET qui, lui, est attribué à chaque établissement de l'entreprise. Donc, la particularité, c'est que le siège d'une entreprise est également un établissement de l'entreprise. On va dire que c'est l'établissement principal de l'entreprise. Donc le siège d'une entreprise va avoir à la fois un SIREN et un SIRET. Prenons l'exemple d'une entreprise dont le siège est basé à Paris et qui va avoir donc un établissement ouvert et établi à Montpellier. Eh bien, le siège à Paris aura donc un numéro SIREN et un numéro SIRET. Et l'établissement qui aura été ouvert à Montpellier aura également un numéro SIRET qui sera différent du numéro SIRET attribué à l'établissement siège basé à Paris. Troisième point important donc de cette séquence vidéo, eh bien, concerne les registres d'immatriculation des entreprises. Les deux principaux registres d'immatriculation sont le registre du commerce et des sociétés, le RCS, et le répertoire des métiers pour toutes les activités artisanales, le registre du commerce et des sociétés pour toutes les activités commerciales.
toutes les entreprises, donc qu'elles aient une activité commerciale ou une activité artisanale, eh bien, sont obligées de s'inscrire à l'un ou l'autre de ces répertoires et on aura donc une identification de cette inscription avec une mention légale qui sera RCS plus le numéro sirène ou bien alors RM plus le numéro sirène lorsque nous avons une immatriculation qui se fait au répertoire des métiers. Toutes les entreprises donc, sont donc obligées de s'immatriculer au RCS ou au répertoire des métiers. Les auto-entrepreneurs, hormis ceux qui exercent une activité libérale, doivent obligatoirement s'immatriculer. Et puis on a toutefois donc des exceptions d'immatriculation et des exceptions à la règle d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers. Prenons par exemple le cas des agents commerciaux qui, eux, vont devoir s'inscrire sur un répertoire spécifique, le RSAC, le registre spécial des agents commerciaux. Quatrième point concernant le renseignement commercial. Donc c'est une source d'information extrêmement précieuse dans la gestion du risque client. Donc le renseignement commercial, c'est une activité réglementée, réalisée donc par des entreprises, par des sociétés de renseignement commercial. Et ce renseignement commercial a vocation à fournir de l'information légale et financière à valeur ajoutée, qui sera donc issue de bases de données officielles et également donc des différents réseaux de la société de renseignement commercial, donc des réseaux terrain, des réseaux d'experts, voilà tout le tissu relationnel avec lequel l'entreprise de renseignement commercial va pouvoir travailler. Donc à la fois les sociétés de renseignement commercial vont s'appuyer sur l'information légale et financière disponible à tous et donc que l'on peut consulter également librement, sauf que l'entreprise de renseignement commercial va retravailler ces informations disponibles avec des techniques d'analyse, avec des compléments d'information. Tout ceci conduira à donner de la valeur ajoutée à l'information et notamment par la production de rapports spécifiques sur l'entreprise relativement complets ou très précis si jamais on en fait la demande. Également, bien souvent, une entreprise sera scorée, donc le renseignement commercial donnera une appréciation avec une note sur une entreprise. Donc tout ceci donne de la valeur ajoutée au simple renseignement commercial, à la simple information légale et financière que l'on pourrait obtenir. Cinquième point essentiel dans ce chapitre donc, concerne l'extrait CABIS. Alors c'est un document très important que l'on utilisera effectivement et que l'on demandera lors d'une ouverture de compte. Et donc l'extrait CABIS, eh bien, il représente la carte d'identité d'une entreprise immatriculée au RCS. Donc tout à l'heure, je disais le sirène, eh bien c'est le numéro qui figure sur la carte d'identité. Eh bien l'extrait CABIS, c'est la carte d'identité de l'entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Et donc cet extrait CABIS, il va attester de l'existence juridique et délivrer une information vérifiée qui fait foi. Alors quel type d'informations va-t-on retrouver dans l'extrait CABIS? Eh bien des informations sur la dénomination sociale, des informations sur l'activité de l'entreprise, des informations sur l'administration de l'entreprise, sur le capital de l'entreprise et également, informations importantes, des informations sur le risque, en particulier lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, eh bien cela est inscrit dans l'extrait CABIS. Alors il est intéressant donc d'avoir un extrait CABIS qui soit le plus à jour possible, daté de moins de 3 mois. Sixième point essentiel, eh bien
l'extrait CABIS et les statuts, ils sont accessibles à toute personne qui en font la demande auprès du greffe du tribunal de commerce d'immatriculation de l'entreprise ou bien alors directement sur le site Infogreffe. Donc extrait CABIS et statut, ce ne sont pas des documents confidentiels à l'entreprise, bien au contraire, ils sont donc déposés au greffe au moment de l'immatriculation de l'entreprise et après, donc on peut les consulter, bien évidemment, en les achetant. Donc on va effectivement dans ces deux documents avoir toute une source d'informations légales, juridiques sur l'entreprise. Les statuts et l'extrait CABIS donc, vont suivre l'entreprise tout au long de sa vie. Et donc à chaque fois qu'il y aura des modifications structurelles sur l'entreprise, des modifications de gérance, des modifications d'activité, de déménagement du siège, des nouveaux associés, eh bien, l'extrait CABIS et les statuts, en fonction donc de la modification, seront modifiés et on pourra donc avoir au fil de l'existence d'une entreprise une évolution à la fois donc de l'extrait CABIS et du statut. C'est extrêmement important dans la gestion du risque client de s'intéresser à ces documents puisque l'on va y retrouver donc toutes sortes d'informations utiles concernant principalement donc l'administration et la gestion de l'entreprise. Septième idée importante repose sur la connaissance des personnes physiques. Lorsque l'on fait du renseignement et de la recherche d'informations sur les personnes physiques, eh bien, on va principalement s'intéresser à 4 éléments qui pourront nous donner une connaissance globale de la personne physique, en tout cas ce à quoi on peut avoir accès. Et donc cette connaissance des personnes physiques va reposer sur l'état civil, le régime matrimonial, les biens immobiliers et la capacité. Donc on va s'intéresser donc à ces quatre éléments. En ce qui concerne les biens immobiliers, eh bien l'objectif sera de savoir quel patrimoine immobilier détient la personne. Ceci pourra permettre dans la gestion du risque éventuellement d'adosser des garanties à la prise de risque que l'on pourrait faire vis-à-vis d'un client. Et en ce qui concerne la capacité, eh bien, dans nos recherches d'informations et au travers du renseignement commercial, on va principalement s'intéresser à la capacité de gérer. En effet, il est obligatoire lorsqu'une entreprise s'immatricule que le dirigeant de l'entreprise ne soit pas fiché, entre guillemets, sur le fichier des interdits de gérer. Il ne doit pas donc faire l'objet de ce type de sanction, qui est une sanction prononcée par le tribunal. Et donc, lors de l'immatriculation d'une entreprise, eh bien, le dirigeant doit être en capacité de gérer son entreprise. Huitième information, enfin huitième point clé, concerne l'information financière. Donc, elle est issue des comptes sociaux qui sont déposés chaque année auprès des greffes des tribunaux. Donc, cette obligation de dépôt concerne toutes les entreprises, avec toutefois donc des exceptions, notamment donc les entreprises individuelles qui n'ont pas l'obligation de déposer leurs comptes. Les entreprises individuelles à responsabilité limitée, donc c'est-à-dire qui ont un patrimoine affecté, eh bien elles doivent déposer les comptes auprès du greffe qui les a enregistrés pour leur partie d'affectation. Et l'autre particularité concerne les micro-entreprises et les petites entreprises qui bénéficient, elles, d'une option de confidentialité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au moment où elles déposent annuellement leur compte, eh bien, elles peuvent renvoyer un document en cochant l'option de confidentialité, ce qui veut dire qu'elles remplissent leur obligation annuelle de dépôt des comptes, mais pour autant, eh bien, ces comptes ne seront pas publiés
et donc ne seront pas accessibles à toute personne qui en ferait la demande, puisqu'ils seront confidentiels. Donc, c'est à la fois bien pour ces petites entreprises, ces micro et petites entreprises, elles peuvent jouer de cette option. En revanche, lorsque l'on fait de la gestion du risque client, eh bien, c'est un frein à la prise d'information, puisque on n'a plus l'accès aux chiffres de ces micro et petites entreprises. Donc, si on veut avoir les chiffres, eh bien, il va falloir aller les demander directement à l'entreprise concernée. Neuvième point essentiel de ce chapitre, au sujet de l'information financière. Elle va s'intéresser donc en premier lieu aux fonds propres de l'entreprise, à l'évolution de son chiffre d'affaires, à ses différents résultats, des indicateurs donc de rentabilité, des indicateurs de cash. Et donc effectivement, l'information financière, eh bien, elle va permettre de trouver de l'information sur la santé de l'entreprise, sur la bonne performance en termes de gestion et de rentabilité, mais également en termes de développement de l'entreprise. Et donc, on va pouvoir identifier au travers d'un certain nombre de ratios cette santé financière, la marge, enfin la rentabilité que fait l'entreprise. On va de préférence étudier ça avec une évolution. Donc on va regarder les 2 ou 3 dernières années pour se donner une appréciation évolutive. Et donc tous ces indicateurs-là nous aident en tout cas dans notre décision de prise de risque. Il faut juste donc faire attention à tous ces indicateurs que l'on obtient à un instant T. La vie d'une entreprise eh bien, peut s'accélérer très rapidement et ce qui était vrai il y a 6 mois n'est peut-être plus vrai au moment où on va faire l'analyse financière des chiffres que l'on a. Donc, toujours être prudent dans cette prise d'indicateurs et dans l'interprétation que l'on en fait et s'assurer effectivement au moment où on le fait que les indicateurs trouvés eh bien, sont encore exacts puisque voilà, on a ce paramètre d'évolution qui peut effectivement changer la donne sur une entreprise. Et dernier point concernant le risque, l'évaluation du risque, eh bien, ce sont donc les inscriptions de privilèges du Trésor public et des caisses sociales, qui sont donc des indicateurs majeurs de risque d'une entreprise. Effectivement, lorsqu'une entreprise ne paye pas ou ne peut pas payer le Trésor public ou les caisses sociales, eh bien, à partir d'un certain montant, le Trésor public ou la caisse sociale va procéder à ce que l'on appelle une inscription de privilèges. Et donc, cette inscription de privilèges, elle est opposable au tiers, donc on peut en avoir connaissance. Donc, c'est une information importante. Alors, cette inscription, elle va se faire à partir d'un certain montant. Pour le Trésor public, il faut que la dette soit au minimum de 15 000 euros. Pour les caisses sociales, c'est un petit peu différent. Lorsqu'il s'agit d'un travailleur indépendant, eh bien, il faut que la dette soit au minimum de 10 000 euros. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui a moins de 50 salariés et qui a effectivement une dette auprès de la caisse sociale, eh bien, dans ce cas, il faut que la dette soit supérieure à 15 000 euros. Et enfin, pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, eh bien, l'inscription de privilèges s'opère à partir du moment où la dette est supérieure à 20 000 euros. Alors là également, un point de vigilance, puisque les inscriptions de privilèges peuvent parfois refléter un litige en cours avec l'administration fiscale ou avec la caisse. Et donc, il faut prendre du recul sur l'interprétation de cette inscription de privilèges et, le cas échéant, interroger le client pour comprendre ce qu'il en est réellement. Est-ce véritablement une problématique de non-paiement
ou bien alors un litige qui n'aurait pas été dénoué avec le Trésor ou avec la Caisse et qui aurait entraîné donc cette inscription de privilège. En conclusion, on peut donc dire que la gestion des créances clients, eh bien, c'est l'un des postes de l'entreprise à surveiller de très très près. Connaître son client, c'est essentiel. Enfin, plus on aura une connaissance approfondie de la personne avec laquelle on traite, quand je dis personne, c'est à la fois la personne physique ou la personne morale, eh bien, meilleure sera la gestion du risque. Donc, connaissons bien nos clients et nos prospects. Cela va nous permettre d'appréhender l'évaluation et la gestion du risque dans de meilleures conditions. Et enfin, les informations de nature commerciale, juridique et financière permettent d'évaluer le niveau de risque de notre prospect ou de notre client et par la suite de mettre en œuvre des outils de sécurisation du risque client. Merci à tous, nous en avons terminé avec cette séquence vidéo. À très bientôt.